Le président du Conseil européen, Antonio Costa, appelle à une simplification des règles d'élargissement de l'UE. Au micro d'Euronews, il propose notamment de supprimer l'exigence de l'unanimité à chaque étape du processus. I believe that we don't need to have the unanimity to open chapters and clusters. We just need the unanimity to close chapters and clusters. La Grèce et la Bulgarie ont opposé à plusieurs reprises leur veto à la candidature de la Macédoine du Nord, en raison de différends liés à des questions constitutionnelles et aux droits des minorités. L'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban a également utilisé son droit de veto pour bloquer l'intégration de l'Ukraine dans l'UE. Pour faciliter le processus, Antonio Costa suggère de recourir davantage à des périodes de transition lors de l'adhésion des pays candidats. We learn from the previous enlargement process that we always adopted transitional clauses on policies like agriculture, freedom of movement and so on. And now, because we are talking about a very challenging enlargement, perhaps we need also transitional clauses on institutional matters. La plupart des dirigeants de l'UE et des Balkans occidentaux se réunissent ce vendredi à Tivat au Monténégro. Le choix du lieu est hautement symbolique, car le Monténégro pourrait devenir le 28e État membre de l'UE dès l'année prochaine. Une coalition de 9 États membres de l'UE ainsi que l'Islande et la Norvège intensifie la pression pour durcir les conditions d'octroi de visa aux touristes russes à l'approche de la saison des vacances d'été. L'initiative a été menée par la Suède avec le soutien de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Pologne. What I want to accomplish is very clear. I want there to be no more shopping weekends. I want there to be no more fancy trips to Europe while Ukrainians are dying on the battlefield. Les 11 pays ont signé une lettre commune soulignant la mise en œuvre inégale des lignes directrices de la Commission européenne concernant le traitement des demandes de visa des ressortissants russes. Les signataires font valoir que cette fragmentation affaiblit le pouvoir de négociation de l'UE et envoie des messages contradictoires quant à la détermination de l'Union vis-à-vis de la Russie. La lettre met également en garde contre le fait que des pratiques inégales en matière de visa pour les touristes russes pourraient créer un risque pour la sécurité dans l'ensemble de l'espace Schengen. Les 11 pays appellent les institutions de l'UE à introduire de nouvelles restrictions contraignantes en matière de visa et à veiller à la mise en œuvre effective des lignes directrices existantes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre en face à face avec Vladimir Poutine. Dans une lettre ouverte adressée jeudi aux dirigeants russes, il se déclare prêt à un cessez-le-feu total. Cette lettre marque l'une des rares occasions où Zelensky s'est adressé directement à Poutine depuis l'invasion à grande échelle. Zelensky explique dans sa lettre qu'une majorité d'Ukrainiens voyait favorablement Vladimir Poutine à son arrivée au pouvoir il y a plus de 26 ans. Cependant, aujourd'hui, ajoute-t-il, ceux-ci voient d'un bon œil le fait que nos drones à longue portée aient rendu visite à l'ouverture de votre forum à Saint-Pétersbourg. Le choix vous appartient désormais, assez de guerre, a écrit Zelensky, proposant un engagement direct et des rencontres entre Moscou et Kiev. Ce n'est pas la première fois que Zelensky appelle à une rencontre avec Poutine. Il estime que seules des discussions en face à face permettront de parvenir à un accord sur les questions territoriales. Mais cette fois-ci, la présidence ukrainienne a confirmé que la lettre avait été envoyée à Moscou et communiquée aux partenaires de Kiev, y compris les États-Unis. Le Kremlin a réagi en assurant que Zelensky pouvait rencontrer Poutine à tout moment, mais à Moscou. Des cérémonies d'hommage spontanées ont été organisées dans les plus grandes villes de Russie en mémoire d'Alexeï Navalny. Le 4 juin aurait marqué le 50e anniversaire de ce leader de l'opposition russe décédé en prison. À Moscou, des dizaines de personnes, dont les parents de Navalny, ont déposé des fleurs sur sa tombe. Les parents de son collègue, l'opposant Ilya Yashin, étaient présents. Сегодня это день памяти Алексея, потому что сегодня ему было бы 50 лет, но вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. La police était présente près du cimetière et le personnel de sécurité contrôlait aléatoirement les personnes qui entraient. Cependant, aucune arrestation n'a été signalée. Pareil à Saint-Pétersbourg, où des gens ont déposé des fleurs devant deux des monuments aux victimes de la répression politique de la ville.
Я чувствую такую энергетику от Алексея, что он действительно тот человек, который поднимал людей, сплочал народ, помогал ему, поддерживал его. И все люди это великолепно понимают, и поэтому приходят помянуть его, вспомнить его. Сегодня я сюда пришел, чтобы почтить память человека в день его 50-летия, к сожалению. Вот уже почти 2,5 года его физически нет с нами, но человек жив до тех пор, пока жива память о нем, о его делах. Alexei Navalny, l'un des opposants les plus résolus de Poutine, est décédé en prison le 16 février 2024. Des journalistes d'investigation ont découvert par la suite que l'homme politique avait été empoisonné à l'épibatidine, une substance toxique. Cet empoisonnement est reconnu officiellement par 5 pays européens, dont la France. Il souligne que la Russie avait à la fois les moyens, le mobile et l'opportunité de lui administrer ce poison. Un soldat de la paix des Nations Unies est mort jeudi des suites de ses blessures, un jour après avoir été touché par une frappe de mortier dans le sud du Liban. 2 autres casques bleus ont également été blessés lors de ce bombardement. Les circonstances et la responsabilité de cette attaque font actuellement l'objet d'une enquête menée par la FINUL, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Liban. Let me express my deepest condolences for the loss of the Serbia UNIFIL soldier who died while carrying out his duties in service of peace. La FINUL indique avoir perdu 7 soldats de la paix depuis le début de la guerre en Iran et la reprise des affrontements entre Israël et le Hezbollah. Mercredi à Washington, le Liban et Israël ont convenu d'un cessez-le-feu sous conditions. Le Hezbollah a cependant rejeté ce plan et des frappes israéliennes ont repris jeudi dans le sud du Liban. Jeudi, le Parlement slovène a approuvé le gouvernement de centre-droit du Premier ministre Janez Janša. Il s'est engagé à mettre en place des baisses d'impôts, des dépenses ciblées et une campagne anticorruption. La nomination du nouveau gouvernement a mis fin à une impasse politique suite aux élections serrées de mars. Aucun parti n'y avait obtenu la majorité nécessaire pour gouverner. L'ancien Premier ministre libéral Robert Golob avait remporté les élections avec une faible avance, mais n'avait pas réussi à former un gouvernement. La formation populiste de Janez Janša a toutefois conclu un accord de coalition avec 4 autres partis de droite. Il a obtenu la majorité parlementaire avec le soutien du parti anti-establishment La Vérité, issu du mouvement anti-vaccination pendant la pandémie de Covid-19. Le populiste pro-Trump dénonce d'importants problèmes structurels en Slovénie. Il cite des impôts élevés, un déficit budgétaire public croissant et des prévisions économiques négatives des institutions internationales concernant la croissance, l'inflation et les finances publiques. Les gérants du Constellation ont été convoqués ce vendredi pour une nouvelle audition devant la justice. C'est dans ce bar de la station suisse de Crans-Montana qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du Nouvel An, faisant 41 morts et 115 blessés, des adolescents principalement. Aucun contrôle incendie n'avait été effectué dans l'établissement depuis 2019. Chaque jour, on vit avec ses conséquences en tant que parents, de frères, de sœurs, de grands-parents, d'oncles, de tantes. Et il a besoin de réponses. J'ai besoin de réponses. Nous avons besoin de réponses. Et je suis là aujourd'hui parce que 4-5 mois ont passé, que beaucoup de choses maintenant ont été apprises. Et j'ai besoin de comprendre maintenant l'état d'esprit de Jessica et de Jacques Moretti. L'incendie se serait déclenché quand des étincelles de bougies fontaines ont embrasé le plafond en mousse dans le sous-sol du bar. Ce que veulent les familles, c'est surtout que les Moretti arrêtent de se défausser de leurs responsabilités sur d'autres personnes, que ce soit le mystérieux vendeur de mousse, l'invisible contrôleur communal ou leurs fidèles employés. On veut qu'ils reconnaissent leurs torts, leurs erreurs, sans forcément, bien sûr, il ne faut pas être naïf, assumer leurs responsabilités, ils ne le feront pas, mais au moins de la vérité. Au total, 14 personnes font l'objet d'une enquête pénale en lien avec le drame, dont plusieurs élus et anciens élus de la commune. En Grèce, près de 9 citoyens sur 10 déclarent douter de la fiabilité des informations auxquelles ils sont exposés.
Les publications spécialisées continuent toutefois de bénéficier d'un niveau de confiance élevé. Selon un sondage Focus Barry, 78% des citoyens en lisent régulièrement et 65% d'entre eux les considèrent comme une source d'information fiable. Όταν χάνεται το έδαφος της εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς, δημιουργείται έδαφος για την παραπληροφόρηση, για τη ρητορική μίσους και για τις ξένες επιρροές. Για πρώτη φορά στη χώρα μας θα στηρίξουμε το εργοδοτικό κόστος, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τις αρχές της δεοντολογίας, τη θέση των γυναικών. Όλα αυτά είναι κριτήρια που είναι προαπαιτούμενα και συνδέονται με τη λειτουργία των μέσων. Ο δεύτερος άξονας παρέμβασής μας αφορά την εθνική στρατηγική για την παιδεία στα μέσα. Δηλαδή, το πώς θα φέρουμε κοντά στη νέα γενιά το πλούτο που κρύβεται πίσω από τα περιοδικά, πίσω από τον έντυπο τύπο, πίσω από τις εφημερίδες. Τα παιδιά μεγαλώνουν με τάμπλετς, μεγαλώνουν με τεχνητή νοημοσύνη, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στις μεγάλες πλατφόρμες να κάνουν πειραματόζω την ψυχική τους υγεία και την εγκεφαλική τους ανάπτυξη. Ces dernières années, le secteur a été confronté à des défis considérables, avec une diminution de près de 40% de son réseau de distribution et une forte hausse des coûts du papier et de l'impression. Βλέπουμε όμως ότι ο εξειδικευμένος τύπος, τα κλαδικά περιοδικά, τα επιχειρηματικά περιοδικά, επειδή έχουν το κοινό τους, κρατάνε, είναι συνδρομητικά περιοδικά. Οπότε ο εξειδικευμένος τύπος που άλλος αναζητά να βρει την πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση και την ανάλυση, θεωρούμε ότι θα κρατήσει πιο πολύ. Μέσα στον θόρυβο της καθημερινής πληροφόρησης, η ποιότητα συνεχίζει να ξεχωρίζει. Η έγκυρη δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά για τους πολίτες, όπως δείχνουν οι περισσότερες έρευνες. Γι' αυτό η στήριξη των αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Βουλγέρη.